Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de cet après-midi. Je me présente, je m'appelle Benoît Bergeret, je suis entrepreneur, je vis à San Francisco depuis plus de 10 ans. Et on m'a demandé d'aider à structurer la session qui suit, dont le thème, c'est la disruption dans les domaines de la science, de l'éducation et du travail. Alors pour parler de ça, on a aujourd'hui 4 intervenants de très haut niveau. On a Thomas Landrin, qui est fondateur de La Paillasse, dont vous avez peut-être entendu parler et de qui je vais parler un peu plus longuement. Denis Jacquet, auteur d'un livre sur l'ubérisation, un livre récent qui aborde les thèmes de la disruption dans le monde du travail. Svenja Busson, qui est là aussi, qui est une spécialiste de l'EdTech et qui parle souvent dans les conférences internationales. Et Emmanuel David Henkoff, qui est avec nous là, et qui est rédacteur en chef du Monde Campus. Alors, pourquoi ces intervenants-là? C'est parce que la disruption technologique qui arrive dans ces domaines de sciences, d'éducation et du travail pose des questions fondamentales à la société aujourd'hui. Et tous ces intervenants ont, chacun dans leur domaine, beaucoup réfléchi à comment préparer la société à cette disruption. Et ce qui est ressorti de la petite préparation qu'on a fait avec les uns et les autres, c'est que tous croient fondamentalement que la transformation des systèmes d'éducation vont être une des clés du succès de l'adaptation de la société à cette disruption technologique qui va intervenir. Voilà. Donc sans plus attendre, je voudrais inviter Thomas Landrin sur scène. Thomas est docteur en biologie, devenu entrepreneur, fondateur de La Paillasse, un laboratoire communautaire open source, transdisciplinaire, dédié aux sciences citoyennes. J'aime beaucoup cette définition. Et à l'innovation collective avec un focus sur les biotech. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi d'être là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de science. Et la science, où est-ce qu'on en est? On vit une époque assez formidable d'avancées scientifiques et de révolutions technologiques. Par exemple, ce que vous avez derrière moi, c'est 2 étudiants qui ont à peine 21 ans et qui, en l'espace de quelques mois, ont réussi à ingénierer un système biologique capable de produire de la lumière, ce qu'on appelle la bioluminescence. C'est un système qui est extrêmement complexe, mais les outils proposés aujourd'hui nous permettent de maîtriser cette complexité. Maintenant, pour vous montrer que c'est un phénomène global dans les biotechnologies en particulier, on utilise les outils du numérique pour faire avancer les sciences biologiques. Ici, vous avez l'évolution du prix du séquençage du génome humain en fonction du temps. Le premier génome humain à être séquencé, c'était en l'an 2001. Ça a coûté plus de 3 milliards de dollars. Ça a nécessité les efforts communs de plusieurs centaines, voire milliers de chercheurs dans le monde. Ça a pris 15 ans. Aujourd'hui, vous avez un prix qui est de l'ordre de 1000 $ pour un génome. C'est votre moi le plus intime. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre l'année 2007 et 2009, vous avez pratiquement 3 à 4 fois en ordre de grandeur une diminution de prix. Imaginez, aujourd'hui, quelque chose coûte 100 000 €, dans 2 ans, il en coûtera 100, voire 10. C'est cet ordre de grandeur auquel on fait face aujourd'hui dans les biotechnologies, ça va extrêmement vite. En l'espace de 15 ans, on est donc passé de ces salles énormes dédiées à faire du séquençage génétique, des machines complexes qui nécessitaient des techniciens pour les manipuler, ce n'était pas forcément très précis, à ça. Ça, c'est la taille d'une petite clé USB. Ça permet de séquencer de l'ADN à très très haute vitesse. Vous pouvez l'embarquer, vous pouvez aller en Amazonie, séquencer des nouvelles plantes ou des insectes, etc. Et toute la puissance des ordinateurs nous permet maintenant d'embarquer la capacité de calcul et d'analyse justement des datas qui sortent de ce genre de puces. Avant, ce n'était pas possible. En fait, ça nous fait penser pas seulement une révolution technologique. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de réduire le coût ou de réduire la taille, c'est aussi de réduire la complexité des outils qu'on utilise. Et ainsi, ce n'est plus seulement une révolution technologique, c'est aussi une révolution sociale. Et ainsi, on va pouvoir permettre à un plus grand nombre de personnes, une plus grande diversité de personnes, de prendre
de s'approprier ces outils-là et d'imaginer des nouveaux usages. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70-80 avec l'informatique. À l'époque, les ordinateurs, c'est des grosses machines, uniquement utilisées dans les grandes entreprises ou dans les centres universitaires. C'est très compliqué, ça coûte très cher, il y a très peu de personnes qui savent comment on utilise un ordinateur. Mais à ce moment-là, les étudiants commençaient déjà à apprendre ce que était la logique d'un ordinateur, la logique d'une puce électronique. Et le coût des composants électroniques baissait tellement qu'il est devenu possible pour des étudiants, comme ici Steve Jobs et Steve Wozniak, de se mettre dans leur propre garage et d'inventer leur propre ordinateur. Mais ils ne l'ont pas inventé avec les modèles de l'époque, ils l'ont inventé avec leur propre image de ce qu'allait être l'avenir de l'informatique. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la biologie. Le problème, c'est que tout ça est bien beau, mais la science est en véritable crise. C'est une crise que vous connaissez probablement certainement parce qu'elle touche aussi plusieurs autres secteurs d'activité. Il y a un vieillissement de la population. Aujourd'hui, l'égalité des chances pour les jeunes chercheurs ne sont pas du tout ce qu'elles étaient à l'époque dans les années 80. Ici, c'est juste un petit graphe qui vous montre la chance pour un jeune chercheur d'obtenir une bourse de recherche du NIH, qui est l'un des principaux financeurs de la recherche américain. Si dans les années 80, l'âge moyen pour un chercheur d'obtenir une bourse pour faire de la recherche indépendante, c'était environ 40 ans, et que finalement, avant 35 ans, on avait toutes nos chances, comme vous pouvez voir, ça ne va pas forcément dans la bonne direction. Et le plus choquant, ce n'est pas forcément que l'âge moyen augmente, ça suit à peu près le baby-boom, c'est que l'air sous la courbe, entre 30 ans, ou voire 35 ans, est pratiquement de zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez moins de 30 ans aujourd'hui, ne comptez absolument pas sur une capacité à proposer des recherches originales et à être financé pour. Mais là, ce n'est pas très positif pour la jeune génération. Et c'est d'autant plus choquant que si vous prenez deux exemples de scientifiques très connus, Einstein et Darwin, eh bien, ces deux scientifiques ont fait leur principale découverte scientifique avant l'âge de 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de donner la capacité à ces jeunes générations d'explorer des modèles nouveaux, en tout cas dans de bonnes conditions. La science fait également face à une autre crise, une crise de reproductibilité, la reproductibilité des résultats scientifiques. Ce que je vais vous dire va être très choquant. Il faut considérer que dans les sciences psychologiques, dans les sciences, par exemple, du cerveau et les sciences, de la psychologie en général, le taux de reproductibilité des résultats est inférieur à 40%. Ça veut dire qu'il y a 60% des résultats qui ne sont pas reproductibles. Et dans les sciences concernant le cancer, les études autour de la compréhension du cancer, ça atteint 10%. Ça veut dire qu'il y a plus de 90% en fait, des études qui ne sont pas reproductibles. C'est un gâchis monumental qui est dû à plein de choses, à un manque de transparence, à beaucoup de biais expérimentaux. C'est entre autres dû en effet que la recherche n'est pas suffisamment transparente et elle n'est pas faite de manière suffisamment robuste en termes de méthodologie. Le numérique peut changer ça. Et alors, avant de passer à ça, moi à l'époque, il y a 6 ans, j'étais dans plein milieu de mon parcours académique, j'étais en thèse de doctorat, et j'avais déjà vécu ces propres frustrations que je vous ai montrées à l'époque. Le fait qu'il est compliqué de savoir exactement quoi prendre comme fait scientifique pour vrai ou pour faux, et surtout d'avoir une bonne autonomie dans son propre laboratoire. Il est très compliqué, par exemple, pour un chercheur de travailler avec une personne qui n'est pas chercheur. Un chercheur est quelque part condamné à travailler avec des chercheurs. Donc, si pour inviter un designer, un entrepreneur, un architecte, par exemple, dans mon propre laboratoire de biologie, si je ne peux pas le faire, je vais monter un laboratoire moi-même. Et quel meilleur endroit pour monter son propre laboratoire alternatif qu'un squat de banlieue parisienne? C'était donc il y a maintenant 6 ans. C'est à Vitry-sur-Seine. C'est un squat utilisé par les artistes pour leur atelier. Et on a récupéré 50 mètres carrés dans lequel on allait construire un laboratoire de biologie entièrement fonctionnel pour 0 €. Comment on a fait? Eh bien, en s'appuyant sur un autre gâchis finalement un peu du système, c'est que la recherche consomme énormément de machines et les met au rebut, pas forcément lorsqu'elles sont inactives. Elles sont encore fonctionnelles pour la plupart du temps. Donc nous, on s'est juste servi dans les poubelles de laboratoire. Et en l'espace de quelques mois, on a réussi à constituer un laboratoire entièrement fonctionnel pour 0 €, voire même mieux équipé que mon propre laboratoire de thèse. Et à partir de là, c'est une communauté incroyable qui s'est accumulée. On a engagé une expérience sociale de voir à quoi pouvait ressembler un laboratoire totalement ouvert, dans lequel n'importe qui pourrait venir
et pourrait faire ce qu'il voulait, avec qui il voulait. À peu près une quinzaine de projets sont nés en l'espace de 3 ans, avec une cinquantaine de collaborateurs. Ça va du test génétique low cost, par exemple pour savoir ce que vous avez dans vos lasagnes, si c'est du bœuf ou du cheval, ou par exemple des machines aussi complexes que des bioréacteurs ou des machines PCR qui nous servent justement à maîtriser le vivant pour faire la bioremédiation, traiter les déchets organiques ou fabriquer de nouveaux types de molécules. C'est comme ça qu'on a fabriqué de l'électronique biodégradable, qu'on a fait également une encre qui peut pousser soi-même en utilisant des bactéries pour contrecarrer justement la présence des colorants pétrochimiques dans les encres, etc. À un moment donné, on s'est dit qu'on possédait un modèle intéressant qui était incroyablement productif et créatif, et dans lequel on avait un niveau de diversité inégalé. Tout ça se faisait avec 0 € et uniquement basé sur le temps bénévole. Donc il y avait forcément une manière de pouvoir mettre les choses à l'échelle avec un modèle économique derrière. On s'est pris au pari, et avec l'aide entre autres de la mairie de Paris, alors voilà, on était bien, c'était à côté des voies ferrées, et donc avec l'aide de la mairie de Paris, on est passé de Vitry-sur-Seine dans 50 mètres carrés à 800 mètres carrés en plein cœur de Paris. L'enjeu pour nous était d'amener le laboratoire au centre de la cité. Pourquoi ? Parce que le mot-clé ici, c'est diversité. Comment on arrive à créer un espace de rencontre optimal, justement, où à la fois chercheurs, designers, étudiants, amateurs, activistes, industriels, y compris communautés associatives, peuvent se rencontrer et travailler ensemble. Et ce niveau d'interdisciplinarité et de diversité sociale également, aujourd'hui, on l'a atteint, et vous pouvez absolument venir visiter la Paillasse, au 226 rue Saint-Denis, c'est totalement ouvert. Maintenant, on ne pouvait pas s'arrêter là. Donc on est passé de ça à ça, c'est quand même un peu plus classe. Voilà, on est en mesure aujourd'hui d'accueillir à peu près une cinquantaine de personnes en permanence. Et les projets que vous allez y trouver sont très impressionnants. Je vous encourage vraiment à venir. Mais j'aimerais vous parler, pour terminer, d'une autre initiative qu'on a lancée maintenant il y a 1 an et demi. Pour nous, l'enjeu était de montrer qu'il était possible de faire de la recherche différemment, pas seulement au sein de 4 murs, mais de manière distribuée. C'est-à-dire que vous, ici, même si vous êtes majoritairement, j'imagine, pas engagé dans la recherche académique, vous avez des compétences, vous avez du temps, vous avez des idées, vous êtes ce que moi j'appelle la matière noire de la science, c'est-à-dire une quantité bien plus grande du nombre de chercheurs sur cette planète avec lesquels ces chercheurs n'interagissent absolument pas. Et donc, comment on peut imaginer créer un environnement comme la Paillasse qui permettrait à vous et aux chercheurs et à n'importe qui s'intéresserait à un problème scientifique d'interagir de manière efficace. Epidemium, c'est ça, c'est une expérience pour essayer de mieux comprendre le cancer de manière collaborative en utilisant les big data. On a fait ça avec Roche, et ça a donné une expérience totalement dingue où pendant à peu près 6 mois, plus de 300 personnes se sont mobilisées et ont interagi pour monter plus d'une quinzaine de projets, sujets très complexes, dans lesquels on a pu voir des personnes, par exemple des data scientists, par exemple de la Société Générale, ou des chercheurs à la retraite, ou des étudiants de médecine, interagir pour monter des projets tout à fait pertinents et jugés par les plus grands scientifiques du secteur. On a également constitué un consortium assez unique, où on peut trouver à la fois des académiques, des industriels, des startups, des associations de patients, etc. Donc, c'est la première initiative de ce genre en France, et la particularité de cette opération, c'est qu'elle est totalement ouverte. On s'appuie uniquement sur l'open data, et tout ce qui est produit par les participants est totalement ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exclusivité pour les partenaires, c'est le Wikipédia de la science. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien que Roche a joué le jeu jusqu'au bout et a libéré une partie de ses propres données cliniques. On part de plus de 8000 patients et qui sont aujourd'hui analysés par justement tous ces participants pour le bien commun, puisqu'à la fin, tous les résultats sont partagés librement. Donc aujourd'hui, pour terminer, Epidemium, je vous encourage à aller voir ce que c'est. Ça va recommencer. Il y a une nouvelle édition qui va démarrer en avril. Si ça vous dit de participer, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir à la Paillasse, rencontrer les porteurs de projets, vous-même proposer une idée, vous êtes les bienvenus. Voilà. L'avenir de ce genre d'approche, en 2020, c'est quoi? C'est plus d'espaces comme la Paillasse, c'est plus de programmes ouverts comme Epidemium, et c'est également de plus en plus d'outils qui vont permettre d'interconnecter toutes les personnes à même de prendre du temps, l'énergie, les compétences pour faire avancer la recherche scientifique. Je vous remercie beaucoup.
Merci Thomas.